que lorsque Busquin parle de espace européen de recherche, de European Research Area, il ne nous oublie pas. Et en fait, il a fait le contraire. Il a dit que nous étions la preuve de la réussite européenne et il nous a beaucoup mis en avant. Et nous, de notre côté, pour pas être... si on avait continué à discuter chacun indépendamment avec la Commission européenne, on était vraiment un peu en minorité. Donc, pour pouvoir vraiment discuter d'égal à égal, presque avec la Commission européenne, il valait mieux qu'on se mette ensemble. C'est comme ça que j'ai créé Euroforum. Et donc, il continue à exister, il y a quelques activités communes, et certainement, en tout cas, ça reste un moyen pour tous ces grands organisations internationales de collaborer et de discuter avec la Commission. De 2006 à 2009, vous avez été la présidente de l'Union astronomique internationale. Qu'est-ce que l'UAI? Alors, Union astronomique internationale, comme son nom l'indique, c'est un grand nombre d'astronomes du monde, disons, qui se mettent ensemble pour collaborer, pour suivre les évolutions de la science et pour en fait pousser les collaborations et l'internationalisation de cette science. Alors, il y a des unions dans beaucoup de disciplines. L'Union astronomique internationale est l'une des plus anciennes. Et elle a fêté ses 100 ans il y a quelques années, pas beaucoup, 4-5 ans. Et peut-être l'une des plus grandes et des plus puissantes en réalité. Parce que elle a des activités beaucoup plus diversifiées que la plupart des unions. Donc, évidemment, le rôle, c'est en particulier d'organiser des symposiums sur des sujets importants. Alors, il y a évidemment une grosse compétition, puis il y a eu aide ces symposiums à se faire, c'est-à-dire donne une petite partie seulement de l'argent, mais donne par contre la bénédiction et les conseils qui se font dans divers endroits du monde. Et puis, tous les 3 ans, il y a une assemblée générale. Et là, en principe, tous les astronomes du monde sont invités. Et c'est les plus grandes réunions d'astronomie qu'il y a au monde. Et depuis quelques années, on a organisé des activités annexes, comme en particulier tournées vers l'astronomie pour le développement. Donc, en disant que l'astronomie, elle n'est pas seulement intéressante en soi, mais c'est une façon d'entraîner les jeunes vers les sciences et de les former, que parfois de former un jeune pour l'astronomie, ça va les pousser aussi à être de bons ingénieurs, ils peuvent aussi aller dans l'industrie. Donc, c'est une excellente porte d'entrée pour stimuler en fait les recherches scientifiques et techniques et le développement dans les pays, en particulier justement dans les pays en voie de développement. On la qualifie souvent, l'astronomie, on la qualifie souvent de la mère des sciences, parce que dans l'astronomie, on peut y voir, on utilise la physique, la chimie, dans le domaine de l'exobiologie qui s'est développé aujourd'hui, les mathématiques et plein d'autres disciplines scientifiques. Donc c'est vrai que c'est extrêmement novateur en fait. Et c'est aussi à la pointe de la technique. Oui, du point de vue technique et technologie, les astronomes sont toujours à la pointe de la technique, et donc les industriels qui participent à un développement pour l'astronomie de pointe, ils gagnent, ils apprennent des choses qu'ils vont ensuite utiliser dans plein d'autres domaines, dans plein d'autres directions. Donc c'est très porteur, voilà. Et quand j'étais présidente de l'Union astronomique internationale, c'était en particulier pendant l'année 2009. Et or, nous avions décidé quelque temps avant, j'étais vice-présidente à l'époque, de rendre 2009 l'année internationale de l'astronomie pour fêter les 400 ans depuis que Galilée avait mis l'œil à un télescope. Le télescope existait déjà, mais Galilée, c'est lui qui a eu l'idée, au lieu de l'utiliser pour regarder ce que fait le voisin,
plutôt pour regarder ce que fait le ciel. Et comme vous le savez, il a découvert les taches de la Lune et surtout, très très important, les satellites de Jupiter. Et en voyant que Jupiter avait des satellites qui tournaient autour, c'était comme un petit modèle de l'idée copernicienne du système solaire, avec le Soleil au milieu et les planètes. Donc évidemment extrêmement important pour la compréhension future de l'humanité sur le système solaire et plus tard l'univers. Donc un anniversaire à fêter absolument. Et, et donc je me suis énormément occupée de ça parce que ça tombait pendant que j'étais présidente. Et nous avons réussi, on a mis en place, du coup, j'avoue que l'ESO a beaucoup aidé, donc j'étais directrice de l'ESO à l'époque. Et donc, j'ai pu installer à l'ESO un petit groupe de gens qui se sont occupés d'organiser à niveau mondial cette année internationale. Chaque pays avait nommé un responsable qui était en contact direct avec notre équipe à l'ESO. Et on a pu coordonner tout ça de façon exceptionnelle parce que j'ai eu la chance d'avoir cette petite équipe que j'avais était absolument extraordinaire. Et donc, in fine, c'est vraiment des millions de gens. Le but n'était pas de cette fois-ci que les astronomes se parlent entre eux. C'était de faire connaître l'univers au reste, aux autres personnes, que les personnes retrouvent leur place dans l'univers, apprennent des choses sur l'univers où nous sommes, si possible, le regardent dans un télescope, s'intéressent à l'astronomie, stimuler évidemment aussi les jeunes vers les sciences en général, pas uniquement l'astronomie. Enfin, il y avait énormément de buts divers, chacun très bien agencé. Et par exemple, on a fait des activités on a choisi une nuit dans laquelle, dans le monde entier, tous les groupes professionnels et amateurs devaient inviter des gens à regarder dans des télescopes et regarder le ciel. Et ça a eu tellement de succès qu'on a été obligé de le refaire plusieurs fois, et que ça a été refait depuis par l'Union astronomique internationale. Et c'était merveilleux parce que c'était la fête partout, la fête astronomique partout, et à la Maison Blanche, euh, dans tous les plus hauts centres, mais surtout aussi, et surtout, ce qui nous intéressait, c'était évidemment pas d'être à la Maison Blanche, mais d'être justement dans les campagnes, un peu partout. On a travaillé la main dans la main avec les astronomes amateurs, ce que les astronomes ne faisaient pas d'habitude. Et que maintenant, j'ai beaucoup poussé dans cette direction, et petit à petit, c'est devenu institutionnalisé. Parce que pour faire connaître l'astronomie au plus grand nombre de gens possible, c'est très utile de le faire avec les astronomes amateurs. En France, sur cette période, on vous a surtout connu médiatiquement du fait de la déclassification de la planète Pluton en planète naine en 2006, en août 2006 plus spécifiquement. Pouvez-vous nous recontextualiser un petit peu cette période, ce fameux déclassement de la planète Pluton? Oui, donc la discussion avait lieu depuis au moins 2 ans entre les spécialistes. La raison en était que la planète Pluton, on savait déjà qu'elle était très différente des autres, elle était beaucoup plus petite, en plus d'être plus lointaine, et surtout, elle avait une orbite complètement différente, alors que les autres planètes sont dans le plan de l'écliptique, l'orbite de Pluton est oblique. Donc déjà, ça sentait quelque chose de différent. Mais enfin, tant pis, pourquoi pas, on a appris que c'est ça les planètes. Jusqu'au moment où des astronomes, en scrutant le ciel, ont commencé à trouver des objets comme Pluton. C'est-à-dire des objets qui étaient aussi ronds, qui étaient aussi lointains, qui étaient aussi dans des orbites qui n'étaient pas dans le plan de l'écliptique. Et si Pluton était une planète, ces autres objets étaient des planètes aussi. Et donc la question se posait, parce que c'est l'IAU qui a la nomenclature de tous les corps célestes, c'est une loi, si j'ose dire, et donc l'IAU ne savait pas s'il fallait mettre ces nouveaux corps dans les tableaux des astéroïdes
ou s'il fallait dire que c'était des planètes. Et les spécialistes n'arrivaient pas à se mettre d'accord, c'était très très compliqué. Après, l'Union astronomique internationale a décidé de mettre en place un petit groupe de spécialistes, y compris une journaliste très connue, etc., qu'on ait aussi l'avis du public et pas uniquement des astronomes pour savoir ce qu'on allait faire. Et moi, à l'époque, j'étais la future présidente. Je n'étais pas encore présidente, c'était juste avant que je commence ma présidence. J'ai fait partie de ce groupe, mais j'étais en principe juste pour les observer, disons, je ne devais pas voter. Ce groupe, il a conclu que oui, il fallait décider que Pluton était une planète et que tous les autres aussi. Et donc, il fallait annoncer que le système solaire, ce n'était plus 9 planètes, mais 10, 11, 12, enfin, parce qu'il y avait un objet à peu près sûr, peut-être deux, peut-être trois douteux. Enfin, disons, le nombre de planètes du système solaire n'allait cesser de croître. Moi, j'avoue que je n'aimais pas cette solution. Je préférais l'autre solution. Parce que la première, c'est pour dire, on a une tradition et il faut la garder. Et moi, je considère que les sciences, c'est pas une tradition. Les sciences, c'est, on décrit le mieux que l'on peut ce que l'on voit, et puis ensuite, on a une observation supplémentaire qui nous fait jeter tout ce qu'on avait dit avant et partir vers une autre direction. Et pour moi, là, cette découverte d'autres objets comme Pluton, c'était justement ce genre de choses. Donc, qui nous faisait nous interroger sur pourquoi on avait dit que Pluton était une planète. Maintenant, on voit que donc, mais enfin, je vous dis, j'avais pas le droit au vote, et ce groupe, il est venu en disant ça. Puis quand il y a eu la réunion de l'Union astronomique internationale, c'était à Prague, et pendant cette réunion, je n'étais pas la présidente, j'étais la future présidente, et je suis devenue présidente juste à la fin. Et le journal du lieu a annoncé, voilà, on a décidé Pluton est une planète, et que donc le nombre de planètes ne cesse de croître. Et ça a fait un bruit terrible dans l'Assemblée. Et en fait, beaucoup de gens dans l'Assemblée étaient très opposés à ce qu'on dise ça. Ils ont dit que c'était pas, en fait, pas scientifique du tout et qu'il valait mieux reconnaître que Pluton était différent. Et puis voilà. Et alors, ils ont débattu, pareil, dans les groupes des spécialistes, ils ne se sont pas mis d'accord. On a ouvert à des spécialistes. Et finalement, le président du moment, ne sachant plus quoi faire, a décidé de laisser que ce soit discuté dans les couloirs jusqu'au bout, et puis à la fin de faire un vote, et de décider avec un vote. Puisque de toute façon, il y a un certain nombre, à la dernière réunion que tient un président, il y a toujours une série de décisions qui sont prises et qui sont votées. Et le vote se fait toujours à main levée avec tous les gens qui sont présents. Se faisait, parce que maintenant on ne fait plus ça du coup. Hein. Ça, maintenant on fait un vote électronique pour tout le monde. Mais à l'époque, c'était comme ça. Et donc, on a eu cette séance historique qui est apparue dans tous les journaux. Euh, un groupe il se trouve qu'à cette réunion, parmi les gens qui travaillaient dans le système solaire, il y avait surtout des dynamiciens, des gens qui s'occupaient surtout de la dynamique et des trajectoires et des formations. Donc, ils ont donné beaucoup d'importance à ça, en disant que pour qu'un corps soit une planète, il faut qu'il ait balayé sa trajectoire. Parce que quand une planète se forme, elle ramasse toute la poussière qu'elle a et ça fait un peu un trou, disons, par exemple, dans le plan de l'écliptique où nous sommes. Et ça, c'était une chose qu'effectivement, Pluton n'avait pas fait. Mais c'est vrai que c'était un peu tangent comme définition, même si ça allait rester, mais j'admets que c'était compliqué. Et donc, on a fini par ce vote, et le vote a donné qu'il y a eu une majorité de gens qui ont préféré de dire Pluton n'est plus une planète, mais une planète naine. Et du coup, il y a d'autres planètes naines, celles qu'on découvre maintenant, et puis aussi, finalement, ceux qu'on appelait avant les plus gros astéroïdes, Oui. qu'on Dont connaissait déjà Cérès, plus par proches exemple. de nous, comme Cérès, c'est aussi une planète naine. Voilà. Mhm. Donc, on a décidé ça. Alors, ça fait un binge terrible, pas seulement évidemment là, mais dans le monde entier. Et c'est juste là, à la fin de cette réunion, je faisais mon discours d'inauguration et je devenais présidente. Donc, après, quand on a eu évidemment la presse qui est venue et une réunion avec la presse, c'était plus l'ancien président, c'était moi qui répondais.
Et moi, je vous dis, moi, j'étais à fond pour ça. Hein. Je Mhm. crois que l'ancien était plus, pas décidé lui-même, il attendait de voir ce qui allait sortir. Tandis que moi, vraiment, je soutenais complètement ça. Donc, j'ai pas eu, au moins, à l'intérieur de moi-même, une difficulté à soutenir qu'on avait pris la bonne décision. Effectivement, c'est à moi qu'il a échu de dire qu'on avait pris la bonne décision. Et mon intervention, je dois dire, en préparation à tout ça aussi, avec tous les gens que j'avais parlé, allait dans le sens de dire, décidons que Pluton n'est plus une planète. J'avais pris position. Et j'ai soutenu cette position. Et pendant des journées, j'ai été appelée du monde entier, des journalistes du monde entier, pour expliquer ça. Alors, j'avais distribué finalement tous ceux qui voulaient parler français, je le passais à André Braic, qui était un grand Ouais, je divulgateur et un grand ami à moi. Et puis, par contre, en anglais et en espagnol, je répondais moi-même, voilà. Très bien, très bien. Le 13 octobre 2017, vous avez été nommée présidente du conseil d'administration du SKA. Que représente le SKA en fait? Oui, alors, à l'époque, c'était pas la même chose que ce que nous avons maintenant. Donc, d'abord, le SKA. Le SKA, je vous ai parlé tout à l'heure de l'ELT, l'Extremely Large Telescope, donc le grand télescope au sol dans l'optique. Je vous ai parlé d'ALMA, donc ce qu'on fait dans le millimétrique et dans le submillimétrique. Bon, il est temps aussi d'avoir un très grand radiotélescope, pouvoir aller observer effectivement aussi les débuts de l'univers et tout, en radioastronomie à des longueurs d'onde plus longues que celles d'ALMA. ALMA, je vous ai dit, c'est de longueur d'onde du millimètre et du submillimètre. Mais dans les ondes centimétriques et dans les ondes métriques, il y a aussi énormément de choses intéressantes à faire. En fait, pratiquement tous les astres émettent quelque chose dans ces longueurs d'onde-là. Et je dirais même que le nombre de sujets à étudier, c'est à cette longueur d'onde-là qu'il est le plus grand. Et il y a un certain nombre de sujets qui ne peuvent être faits que à ces longueurs d'onde-là, comme par exemple, je vais vous parler de l'observation de l'hydrogène atomique, du gaz hydrogène à 21 cm. On ne peut le faire que dans les ondes radio, mais il y a beaucoup d'autres choses. L'étude des pulsars en particulier, euh, des études très importantes sur les trous noirs, etc. Enfin, il y a un domaine, et les études justement sur l'aube de l'univers, comment était l'univers quand il n'y avait pas encore ni étoiles ni galaxies, mais il y avait déjà du gaz hydrogène. Et puis petit à petit, les premières étoiles se sont formées. Elles ont ionisé l'hydrogène qui était autour, donc plus gaz hydrogène. Et donc, il n'y a que en radioastronomie que l'on peut voir peut-être au départ un univers relativement uniforme, puis ensuite il se forme des trous aux endroits où les premières étoiles puis les premières galaxies se forment. Cet aspect-là de l'aube de l'univers ne peut être fait qu'en radioastronomie. D'où la grande envie d'avoir un grand radiotélescope. Et les radioastronomes y ont pensé depuis très longtemps, ça faisait au moins 20 ans. Et en fait, justement, à une réunion de l'IAU, ils s'étaient réunis, ils avaient dit on va construire un radiotélescope avec une surface de 1 km², donc 12 square kilometer array. Ce qui était très ambitieux, parce que finalement, on fera quand même moins de kilomètres carrés, mais ce sera quand même déjà le plus grand du monde. Et pendant des années, des années, des années, tous les radioastronomes du monde ont étudié diverses idées, diverses façons de le faire, et se sont sous-divisés par thème. Et puis, finalement, vers 2011-2012, il était temps d'essayer de vraiment converger vers un projet. Et ils ont décidé de mettre en place un groupe qui a finalement été installé en Angleterre, qui allait centraliser les études de SKA et essayer d'avancer vers un concept. Parce que jusque-là, il y avait 35 concepts différents. Donc, à partir de là, le travail a été organisé, toujours par sous-groupe. Et, euh, et moi, j'avais été, en 2017, ils m'ont demandé de venir présider le conseil d'administration de cette entité qui n'était pas encore une organisation internationale, qui était juste une organisation sous loi anglaise qui préparait SCA, donc en octobre 2017. Et
moi, j'ai toujours eu un grand intérêt pour la radioastronomie. Je vous ai dit, j'ai vu ça tout à fait au début de ma carrière en Argentine. Et puis, en général, je suis très ouverte vers tous les sujets de l'astronomie et je voyais très, très bien le grand intérêt scientifique de ce projet. Donc, j'ai accepté volontiers. Et de 2017 à 2021, d'une part, on a réussi à ce que tout le monde puisse converger vers un concept avec pas un radiotélescope. Enfin, c'est pas des radiotélescopes, c'est des arrays, comment on dit, c'est des nombreux radiotélescopes, comme dans le cas d'ALMA, hein, avec lesquels on fait de la radioastronomie. On a décidé de séparer en deux rangs de longueur d'onde, les plus grandes longueurs d'onde, les faire en Australie, et les plus courtes longues. Là aussi, ils avaient décidé qu'ils voulaient être dans l'hémisphère sud, simplement parce que le ciel de l'hémisphère sud est plus riche. Et donc, de faire en Australie les plus grandes longueurs d'onde et de faire en Afrique du Sud les plus courtes longueurs d'onde, avec des méthodes de détection complètement différentes. Et évidemment, si on veut étudier un objet à la fois aux courtes et aux longues, on peut le faire aussi, c'est pas un problème, de deux endroits différents, on regarde dans la même direction. Donc, ça n'a pas besoin d'être tout ensemble. C'est un petit peu pour des raisons politiques que ça a été plus simple en plus, sinon, ça devenait tellement grand pour un pays de porter ce projet. Tandis que comme ça, il y a deux pays qui le portent. Parce qu'être pays hôte, ça amène des tas de devoirs supplémentaires. Et, et on a réussi à converger, comme je disais, au début de la décennie actuelle, sur la création d'un organisme aussi traité, comme nous disions pour les eaux. Donc les pays s'engagent à niveau du pays pour construire SK. Donc c'est devenu SK Observatory, qui maintenant est une organisation internationale sur le modèle de l'ESO, par exemple, mais avec des pays complètement différents. Et donc là, il y a 3 pays hôtes, parce que le centre d'opération est en Angleterre. Donc il y a l'Angleterre, l'Afrique du Sud et l'Australie qui sont les 3 pays hôtes. Et puis, on avait dit, une fois qu'on a 5 pays, on peut dire que l'organisation internationale commence. Et donc, le 4e, ça a été les Pays-Bas. Et puis le 5e, Italie. Donc, une fois qu'on en a eu 5, ça a été créé. Et puis, depuis, maintenant, en ce moment, on en a 8 qui ont rempli, parce que du coup, il y a des étapes vraiment compliquées politiquement à faire, et il faut passer devant les parlements du pays correspondant, etc. Donc, nous avons 3 autres pays qui ont fait tout ce qu'il fallait, qui sont la Chine, le Portugal et la Suisse. Et on a 4 pays qui ont tous tout fait pour rentrer, mais qui sont vraiment dans les dernières étapes, mais qui payent déjà comme s'il était et qui vont rentrer bientôt, parmi eux la France. La France, l'Espagne, le Canada, qui vient de déclarer officiellement qu'ils vont entrer. L'Allemagne qui est tout près. Donc ces 4-là sont très très près. Et ensuite, on a un pays qui est deux pays très appliqués, mais qui n'en finissent pas de remplir ces étapes compliquées, qui sont l'Inde, la Suède. Et après, on a des pays comme la Corée ou le Japon qui sont impliqués de plus loin et qui ont l'intention de rentrer un peu plus tard. D'autres pays aussi qui parlent avec nous. Donc vous voyez, c'est pas le groupe de pays habituel. Parce que pour les autres, je vous ai dit, en fait, si je reviens à l'ESO maintenant, je vous ai dit, ils étaient 8. Ils étaient 8 quand je suis rentrée. Moi, quand je suis rentrée à l'ESO, j'ai fait un grand effort pour faire entrer d'autres pays et j'ai fait rentrer 5 pays supplémentaires. Donc, quand j'arrivais, il y en avait 8. Quand je suis partie, il y en avait 13. Et en particulier, ce qui était très important, le Royaume-Uni et l'Espagne, 2 grands pays qui n'y étaient pas encore. Et puis, bon, la République, enfin bref. Et depuis que je suis partie, il y a eu un 14e qui est la Pologne et un 15e qui est l'Irlande. Normalement, il y en a 15 à l'ESO. Et donc, vous voyez que ce n'est pas les mêmes pays.
Oui. ce que nous avons dans ce cas. Voilà. Alors, concernant les projets dans le spatial, vous avez été responsable du développement de la caméra infrarouge spatiale ISOCAM du satellite ISO de l'Agence spatiale européenne, l'ESA, qui a volé de 1995 à 1998. Pouvez-vous nous présenter cette caméra, les objectifs, le projet d'une manière générale et ainsi que les récoltes de données? Oui, alors, donc, pendant très longtemps, l'astronomie infrarouge était en retard par rapport aux autres astronomies, tout simplement parce que on ne savait pas bien comment détecter la lumière infrarouge. Et on a mis beaucoup plus longtemps à développer des détecteurs. Finalement, on utilise des détecteurs électroniques, un petit peu comme les caméras CCD, mais spécifiques pour l'infrarouge, qui sont arrivés plus tard. Et vers les années, je ne me rappelle pas l'année exacte maintenant, donc un peu avant, il y a eu quand même un premier satellite infrarouge qui s'appelait IRAS, un premier satellite d'astronomie infrarouge, hein, qui s'appelait IRAS, qui n'avait pas une caméra, mais qui en fait balayait tout le ciel à 4 longueurs d'onde et avec un télescope de 60 cm et qui a fait la carte du ciel à 4 longueurs d'onde, mais avec pas une très bonne sensibilité. Enfin, elle a écumé, évidemment, elle a été la première à faire ça, et donc il y a eu plein de découvertes importantes qui sont venues, et ça a confirmé le grand intérêt de l'astronomie infrarouge. Alors, l'astronomie infrarouge, pourquoi? Parce que vous savez que tous les objets émettent de la lumière. Vous émettez de la lumière, la table, elle émet de la lumière, etc. Et la lumière qu'on émet dépend de la température à laquelle on est. Donc le soleil, il est à 6000 degrés, il nous envoie de la lumière visible, un petit peu d'ultraviolet, c'est surtout du visible. C'est pour ça aussi que nos yeux ils sont faits pour voir la lumière du soleil et nous, on voit le visible. Euh, et si vous allez dans des corps plus froids comme nous, sur la Terre, aux températures où nous on émet de l'infrarouge. C'est pour ça que maintenant, tout le monde est habitué à l'idée que si on veut voir dans la nuit, on met des lunettes infrarouges et on voit. Donc, je ne vous apprends rien de nouveau. À l'époque, les gens ne le savaient pas, mais maintenant, tout le monde le sait. Bon. Et si on va à des corps encore plus froids, alors on va avoir un infrarouge de plus en plus lointain qui se rapproche de ce submillimétrique dont je parlais. Et quand IRAS a découvert, par exemple, qu'il y avait des galaxies, IRAS ne pouvait pas voir très loin, justement, comme elle n'était pas très sensible, parce que nous disions tout à l'heure, il ne voyait que l'univers relativement proche. Mais pas seulement notre galaxie, évidemment, mais quand même des galaxies autour de nous. Il a découvert qu'il y avait des galaxies qui étaient beaucoup plus lumineuses dans l'infrarouge qu'elles ne l'étaient dans le visible. Et ça, on l'ignorait complètement. Donc, et qui était finalement, si on prenait toute la lumière intégrée, peut-être parmi les objets les plus émettant le plus de lumière dans l'univers. On pourrait comparer que à ce qu'on appelle les quasars, qu'on considérait à l'époque les objets les plus lumineux tout seuls. Et on s'est rendu compte en fait que il s'agissait en général d'endroits où il y avait eu deux galaxies qui étaient entrées en collision. Et de l'effet de la collision des galaxies, les gaz de chacune de ces galaxies étaient rentrés l'un dans l'autre et ça avait créé de gigantesques flambées de formation d'étoiles. Et toutes ces étoiles se créaient à l'intérieur de ce gaz. Et comme ce gaz contenait aussi des petites poussières, les petites poussières absorbaient la lumière de ces nouvelles étoiles, qui en fait étaient ultraviolettes, et le recrachaient à la température des petites poussières, qui étaient beaucoup plus froides, et donc dans l'infrarouge. Et donc toute cette énergie qui était émise par la formation des étoiles, elle ne sortait qu'en infrarouge. Donc l'infrarouge, c'est ce qui permet de plonger au cœur des nuages dans lesquels se forment les étoiles, y compris pas seulement dans les flambées de formation. Les différentes nébuleuses solaires, quoi, en fait. C'est ça, des nébuleuses qui ressemblent à ce que la nébuleuse dans laquelle le Soleil s'est formé. Donc il y a
Et aussi, bon, c'est aussi intéressant, donc à la fois pour voir la formation d'étoiles proches, même dans un nuage, les étoiles qui se forment au sein d'un nuage, on ne les voit que dans l'infrarouge, jusqu'à, dans une galaxie lointaine, toute cette lumière infrarouge qui est émise à cause de la formation d'étoiles. Donc, et c'est cette formation d'étoiles qui joue le rôle le plus important, qui détermine l'évolution des galaxies. La galaxie, leur évolution, c'est surtout de former des étoiles plus ou moins dans certains endroits ou dans d'autres. Donc, grand intérêt du sujet. Donc, les Américains et les Européens ont immédiatement décidé que la chose la plus intéressante à faire, c'était de faire un vrai observatoire infrarouge, c'est-à-dire avec des instruments qui puissent s'arrêter cette fois-ci. IRAS, je vous dis, balayer le ciel. Tandis que quand vous avez un télescope, vous dites, je vais regarder ça, puis si je veux avoir beaucoup de lumière, ben, je reste 1 heure dessus, si je veux même 10 heures dessus si nécessaire. Tandis que l'IRAS ne pouvait pas faire ça. Donc là, on voulait un vrai observatoire qu'on puisse mettre sur un objet et y rester aussi longtemps qu'on veut. Donc on a décidé de faire, les Européens ont proposé de faire ISO avec de nouveau un télescope de 60 cm, c'est-à-dire à peu près la taille de celui d'IRAS, la même taille que celui d'IRAS, justement, et avec 4 instruments, des vrais instruments cette fois-ci, donc un photomètre, une caméra et 2 spectromètres. Et moi, j'étais très intéressée par les buts scientifiques et je me suis trouvée impliquée plutôt parce que d'abord, je voulais que l'Europe sélectionne ce satellite-là parmi d'autres propositions et j'étais dans les comités qui sélectionnaient, donc j'ai poussé dans ce sens et l'ai obtenu. Et puis, je voulais que la France y joue un rôle important et donc j'ai un peu animé la... Parce que les Français qui savaient faire de l'infrarouge à l'époque, et il y en avait, ils travaillaient dans des objectifs euh, planétaires. Et ils avaient des manips à l'époque, il y avait des missions qui allaient aller dans les planètes, et ils étaient très occupés à construire des instruments pour les missions planétaires, et du coup, ils n'avaient pas envie de venir travailler sur ISO. Donc on se retrouvait avec des compétences en France, mais qui n'étaient pas disponibles. Donc c'est comme ça que je me suis trouvée, à force de vouloir animer et pousser les gens à le faire et de réunir des gens pour le faire et tout, qu'à la fin, ils m'ont tous demandé de rester et de prendre la tête de ce projet, alors que moi, jusque-là, j'avais fait de la théorie. C'est pas du tout le genre de choses que je savais faire. Bon, enfin, mais je suis une bonne organisatrice, disons, et en tant qu'organisatrice, ça a bien fonctionné, donc on l'a construit. Donc, comme le télescope, il n'était pas très grand, les instruments non plus, vous voyez, ils avaient chacun, c'est comme une part de gâteau, comme ça, et ISOCAM, il était grand comme ça. Voilà, c'est tout. Par rapport aux choses énormes construites, par exemple, pour le VLT ou encore pour le LT. Hein. Et, et aussi, on voulait des matrices de détecteurs, encore une fois, un petit peu comme les CCD. Et les Américains savaient déjà en faire, mais refusaient d'en exporter. Mais le CEA avait des connaissances parce qu'il avait développé des choses de ce type pour les militaires. Et donc, c'est au CEA, toujours ce fameux CEA, qu'on a trouvé un groupe capable de nous fabriquer des matrices de détecteurs qui ont permis d'avoir une caméra. Voilà, donc on a fait ISOCAM. Et ISOCAM avait donc des buts scientifiques dans beaucoup de directions différentes. Comme nous étions les constructeurs, nous avions du temps garanti. Et on a préparé ce qu'on appelait un programme central et on a pu avoir truster un peu parmi les résultats principaux dans beaucoup de sujets différents. Moi, celui qui m'intéressait le plus, c'était l'évolution des galaxies, donc celui dont j'ai pris la tête. Donc là encore, on ne voyait pas terriblement loin, mais disons qu'on pouvait remonter jusqu'à peu près la moitié de l'âge de l'univers actuel. Et en fait, on s'est aperçu que si on regardait l'ensemble de la formation d'étoiles dans l'univers, enfin dans cet univers qu'on voyait, ce taux de formation d'étoiles avait augmenté énormément quand on allait dans le passé, entre par exemple maintenant et la moitié de l'âge de l'univers. Donc, chose que vraiment on ne savait pas avant, puisque cette grande formation d'étoiles, encore une fois, il fallait la regarder dans l'infrarouge. Et ça a été un résultat capital
Et après ça, on a pu faire évidemment des instruments. Bon, les Américains sont finalement arrivés après nous, mais évidemment avec un satellite beaucoup plus performant, un peu plus grand, mais surtout des meilleurs instruments. Ils avaient cette grande avance sur les détecteurs. Et plus tard, les Européens ont suivi avec un autre instrument qui s'appelait Herschel, un autre satellite qui s'appelait Herschel, qui était aussi dans l'infrarouge, mais cette fois-ci pour l'infrarouge plus lointain, donc avec un télescope de 6,50 m, donc beaucoup plus grand, et qui a vraiment, au jour d'aujourd'hui, obtenu les meilleurs résultats dans l'infrarouge lointain, très complémentaire de ce qu'on fait avec ALMA, parce que ALMA est très loin de pouvoir faire une cartographie du ciel. ALMA, il a un tout petit champ, hein, donc il sert pour étudier ça ou ça ou ça, tandis que Herschel a pu recenser et apporter des résultats statistiquement valables justement sur l'évolution des galaxies et la formation des étoiles sur une grande partie de l'univers.